Aujourd'hui, c'est une conjoncture économique qui échappe à tous les partis, que ce soit les pouvoirs adjudicateurs ou les co-contractants. Donc la première chose, échanger, se parler en toute bonne foi et en toute transparence pour assurer la meilleure exécution du contrat possible et surtout lorsqu'est en jeu le service public. Alors, si l'on s'interroge sur l'impact du coût de l'énergie, plus exactement de la hausse du coût de l'énergie sur les contrats de la commande publique, je crois qu'il faut prendre en compte deux séries de considérations. La première, elle est liée à la distinction entre les deux grandes catégories de contrats de la commande publique que l'on connaît, les marchés publics d'un côté, les concessions de l'autre. La deuxième série de considérations, elle est liée aux conditions dans lesquelles ces deux catégories de contrats, qu'il s'agisse des marchés ou des concessions, doivent s'exécuter. Sur le premier point, quelle est la typologie des contrats de la commande publique et surtout, quelle est la distinction, qu'est-ce qui distingue les marchés et les concessions? Ce qui distingue un marché d'une concession, c'est en définitive le risque économique endossé par le titulaire du contrat. Pour faire simple, dans un marché public, le titulaire du marché public, il conclut un contrat avec l'acheteur public sans prendre un grand risque économique. Il endosse le risque économique classique qu'endosse tout entrepreneur qui conclut un contrat avec un client, mais ce risque ne va pas au-delà de ce risque classique, entre guillemets. Il exécute la prestation qui est prévue au contrat et en contrepartie de l'exécution de cette prestation, il va percevoir de l'acheteur public le prix forfaitaire, par exemple, qui a été prévu dans le contrat. A l'inverse, le concessionnaire, lui, il endosse un vrai risque économique, en ce sens qu'il pourra, le cas échéant, gagner moins d'argent que ce qu'il a prévu au départ. Si, par exemple, les conditions économiques changent ou si, par exemple, la demande de prestation de services, objet du contrat, diminue par rapport à ce qu'il avait imaginé au départ. Le concessionnaire a évidemment la possibilité, c'est le jeu de la concession, de gagner plus d'argent que ce qu'il avait prévu au départ si, à l'inverse, les conditions économiques s'améliorent. Donc la distinction entre ces deux catégories de contrats, elle porte vraiment sur ce risque économique. Quelle est la part de risque économique endossée par le titulaire d'un marché public par rapport à la part de risque économique endossée par un concessionnaire? Et il est bien évident que si l'on parle de risque économique, l'impact du coût de l'énergie ne va pas être le même sur un marché et sur une concession. La deuxième série de considérations qu'il faut prendre en compte, et elle est éminemment importante s'agissant des contrats de la commande publique, c'est les conditions dans lesquelles ces contrats doivent s'exécuter. Premièrement, ces contrats doivent s'exécuter de bonne foi, c'est-à-dire que les deux parties ont conclu un contrat, et un contrat de la commande publique, comme n'importe quel contrat, c'est la loi des parties. Et donc, les parties doivent exécuter ce contrat conformément à ce qui est prévu dans le contrat. Les circonstances extérieures peuvent changer, mais en principe, la lettre du contrat, elle, reste la même. De manière peut-être plus spécifique au contrat de la commande publique, il y a un deuxième élément à prendre en considération, qui est le fait que ces contrats, marché ou concession, dans des proportions variables prévues par le Code de la commande publique, en fonction de leur montant, c'est la question des seuils, mais en principe, ces contrats sont conclus à l'issue d'une procédure de publicité et de mise en concurrence. Et ça, c'est un élément tout à fait important parce que cette procédure de publicité et de mise en concurrence, elle va évidemment cristalliser les conditions dans lesquelles le contrat doit s'exécuter. Pour dire les choses simplement, il ne faut pas que les parties, à l'issue de la procédure de publicité et de mise en concurrence, et donc après avoir signé le contrat, se sentent totalement libres de modifier les termes du contrat et donc de s'écarter, c'est la formule consacrée, des conditions initiales de la concurrence. Donc la hausse du prix de l'énergie peut avoir un impact sur le contrat. La question qui se pose, c'est de savoir jusqu'où ça peut conduire les parties à modifier le contrat pour tenir compte de cette hausse, sans remettre en cause pour autant les conditions initiales de la concurrence. Alors, par définition, non, puisqu'il s'agit d'une hausse du coût de l'énergie, c'est-à-dire que les conditions d'exécution des contrats administratifs sont rendues plus onéreuses, et donc on ne parle pas de pénurie, mais juste d'une hausse excessive, donc les conditions sont effectivement rendues plus difficiles, sachant que, en plus, la difficulté d'exécution,
elle n'est que temporaire. Donc il n'y a pas matériellement impossibilité d'exécuter le contrat. Bien au contraire, il y a une obligation pour les co-contractants pour adjudicateurs, au contraire, d'assurer la continuité de l'exécution du contrat. Encore plus d'ailleurs dans les concessions, où est en jeu le service public. Et donc on ne peut pas unilatéralement pour le co-contractant prendre prétexte de la hausse du coût de l'énergie pour arrêter l'exécution du contrat. En revanche, bien évidemment, cette hausse excessive du prix de l'énergie peut avoir un impact après sur le business model de l'entreprise du co-contractant et donc peut-être conduire à des situations de fragilité financière qui pourraient, si elles perdurent trop longtemps et si des négociations ne sont pas mises en œuvre avec les collectivités, conduire à une situation financière désastreuse, voire à une faillite du co-contractant. Alors, la théorie de l'imprévision, c'est une théorie qui est née d'un important arrêt du Conseil d'État du 30 mars 1916, l'arrêt Compagnie Générale d'Éclairage de Bordeaux, l'affaire dite du gaz de Bordeaux. Et la théorie de la prévision, pendant très longtemps, elle a été très spécifique au contrat administratif. Le juge judiciaire refusant d'ailleurs de transposer cette théorie de l'imprévision à propos des contrats de droit privé. La théorie de l'imprévision, elle permet aux parties, face à une situation qui leur est extérieure, c'est une première condition importante, qui est irrésistible, qui était imprévisible au moment où le contrat a été conclu, et surtout qui bouleverse les conditions générales d'exécution du contrat, de pallier provisoirement cette situation en versant à l'une des parties, celle qui s'estime lésée par la situation d'imprévision, une indemnité. Très concrètement, l'objectif de cette indemnité d'imprévision, qui est destinée à rétablir l'équilibre économique du contrat, l'objectif de cette indemnité d'imprévision, c'est d'assurer la continuité de l'exécution du contrat. Et en particulier, lorsqu'il s'agit d'une concession de service public, la continuité du service public. Et c'est d'ailleurs ce qui explique qu'à l'origine, la théorie de l'imprévision s'appliquait dans le domaine des contrats administratifs, puisqu'il s'agissait de contrats de service public, et pas dans les contrats de droit privé, dans lesquels la sensibilité à la continuité du service public était évidemment absente. Donc, la théorie de l'imprévision, elle permet, je le répète, de pallier une situation qui met en péril la continuité de l'exécution du contrat. La personne publique accepte alors, si les conditions sont réunies, et je les ai rappelées, de verser à son co-contractant une indemnité d'imprévision qui va permettre de rétablir l'équilibre économique du contrat. J'ajoute, et c'est un point très important, que la théorie de l'imprévision, c'est une théorie qui, par définition, ne s'applique qu'à une situation provisoire. C'est provisoirement que l'on va pallier ce bouleversement de l'équilibre économique du contrat. Si la situation se prolonge, évidemment, on n'est plus dans une situation d'imprévision, on tombe dans une situation de force majeure à laquelle s'appliquent d'autres éléments. Alors, l'avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022 porte plus spécifiquement sur la question de l'impact de la hausse du coût de l'énergie sur les contrats de la commande publique, marché et concession. Si l'on résume de manière assez générale l'avis du Conseil d'État, il se borne en définitive à rappeler les grands principes de la jurisprudence administrative, notamment ceux relatifs à la théorie de l'imprévision, et à rappeler un certain nombre de règles qui figurent dans le Code de la commande publique, qui ont été codifiées en particulier dans le Code de la commande publique en 2016. C'est un avis qui dit en substance deux choses. La première, c'est qu'il est possible aux parties, face à la hausse du prix de l'énergie, de modifier de manière sèche, comme le dit l'avis, soit la durée du contrat, soit le prix fixé dans le contrat, pour tenir compte de l'aléa lié à la hausse du prix de l'énergie. Dans la limite des 50% du montant initial du marché ou de la concession, ça c'est une limite qui est fixée par le Code de la commande publique, soit en s'appuyant sur l'existence de circonstances imprévues,
soit en s'appuyant sur le fait que la modification qui va en découler, est une modification dite de faible montant. Donc vous voyez que ça, c'est une application pure et simple du Code de la commande publique. Il est possible, pour tenir compte de cette circonstance imprévisible, de modifier soit la durée, soit le prix du contrat, en respectant évidemment la barre des 50% du montant initial du prix du marché, qui permet de préserver les conditions initiales de la concurrence que nous évoquions tout à l'heure. Donc, il y a là un rappel des principes du Code de la commande publique. Ce que dit également l'avis, c'est qu'il est possible aux parties de conclure une convention d'imprévision, pour que la personne publique puisse couvrir, en quelque sorte, les charges extra-contractuelles nées de la situation, nées de la hausse du prix de l'énergie. Pourquoi charges extra-contractuelles ? Parce que la situation d'imprévision, elle est destinée justement à couvrir ce qui est extra-contractuel. Et d'une certaine manière, en situation d'imprévision, les parties sortent de la relation contractuelle pour se placer pendant un temps limité dans une situation extra-contractuelle. C'est un peu théorique de dire cela, mais je crois que ça rend très bien compte de l'impact de la théorie de l'imprévision sur l'exécution des contrats de la commande publique. Donc, il y a ces deux possibilités-là, soit une modification sèche de la durée ou du prix du contrat, soit la conclusion d'une convention d'imprévision par laquelle la personne publique va compenser en tout ou partie, en principe, dans la théorie de l'imprévision, le surcoût né de la hausse du prix de l'énergie. Je dirais que, pour résumer, cet avis du Conseil d'État du 15 septembre 2022, par ce rappel des principes et de la jurisprudence, il est là surtout pour rassurer les co-contractants de l'administration sans doute également, mais surtout les co-contractants de l'administration, en leur disant « N'ayez crainte, il existe dans le Code de la commande publique et dans la jurisprudence administrative des règles et des principes qui vont permettre de faire face à cette situation difficile et que tout le monde espère provisoire. » Alors, la circulaire de la Première ministre, elle vise surtout à sensibiliser les collectivités territoriales, les établissements publics et plus généralement les administrations à la nécessité de prendre en compte la hausse excessive du coût de l'énergie. Et donc, c'est vraiment une sensibilisation des recommandations qui sont effectuées suite à l'avis du Conseil d'État. Donc, les trois principaux apports de cette circulaire, on peut dire qu'on peut les résumer comme ça. Premièrement, prévoir dans les marchés publics des prix révisables. Il faut pouvoir tenir compte des fluctuations économiques en jeu et donc adapter le contrat, que le prix du contrat soit adapté au fur et à mesure de son exécution. Donc c'est quelque chose qui existe déjà dans le Code de la commande publique et là, la circulaire impose quelque part l'obligation de suivre cette recommandation de prix révisable. Le deuxième apport de la circulaire, c'est sur cette convention d'imprévision. Puisque le Conseil d'État l'a rappelé, on peut se trouver dans une situation d'imprévision et donc prévoir une convention qui vient couvrir la hausse, les charges supplémentaires que supporte le co-contractant, des charges donc extra-contractuelles par le biais d'une convention, et elle vient régler finalement cette indemnité. Ce qu'apporte la circulaire, c'est de dire cette indemnité, elle va être calculée à un moment T de l'exécution du contrat, mais si on se trouve dans le cas de concessions qui sont des contrats plutôt de longue durée, ou certains marchés publics qui peuvent être aussi sur plusieurs années, pluriannuels, dans ce cas-là, la circulaire dit il ne faut pas hésiter à prévoir une régularisation de l'indemnité en fin de contrat. Ça, c'est un point essentiel, puisque sinon, ça supposerait que le co-contractant n'ait pas eu l'indemnisation la plus globale sur son contrat. Troisième apport, ça concerne les marchés publics de droit privé, puisque c'est un peu une coquetterie, mais certains marchés publics ne sont pas tous des contrats administratifs. Et là encore, la circulaire, elle précise bien que les modifications qui peuvent être effectuées dans ces contrats
de droit privé doivent respecter le code de la commande publique pour évidemment éviter le contournement des règles de passation des contrats. Donc c'est une clarification, ce n'est pas un apport essentiel, mais c'est une clarification pour dire oui, vous pouvez vous aussi, dans le cadre de contrats privés, appliquer les modifications, c'est-à-dire modifier par exemple jusqu'à 50% le coût de votre contrat. Je crois que la première chose, c'est ne pas perdre de vue la philosophie de ces contrats. Donc évidemment, la bonne foi et sur les contrats de longue durée, le partenariat. Donc avoir une vision partenariale, finalement, aujourd'hui, c'est une conjoncture économique qui échappe à toutes les parties, que ce soit les pouvoirs adjudicateurs ou les co-contractants. Donc la première chose, échanger, se parler en toute bonne foi et en toute transparence pour assurer la meilleure exécution du contrat possible et surtout lorsqu'est en jeu le service public. Donc ça, c'est quelque part la première étape. La deuxième étape, c'est il peut y avoir plusieurs solutions. Il n'y a pas uniquement finalement l'indemnisation d'une charge extra-contractuelle. Il peut y avoir par exemple des allongements de durée de contrat qui peut être aussi une solution et qui permet quelque part de sauvegarder, de limiter le budget des collectivités. Et donc ça peut être une solution dans certains cas, sachant que ces solutions peuvent évidemment se mixer. Donc l'essentiel, c'est d'avoir évidemment les justificatifs qui permettent d'allonger cette durée du contrat. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Et troisième possibilité, aussi, quelque part pour le co-contractant, c'est saluer l'effort que peut faire la collectivité. Et saluer l'effort, comment finalement on le contractualise, c'est de dire mon co-contractant public, il est là lorsque j'ai un problème, lorsque j'ai une difficulté, il est là parce que moi aussi j'assure évidemment la continuité du service public. Donc finalement, je suis bien dans cette démarche collaborative et donc je vais, si jamais les conditions changent et si demain ces conditions me sont beaucoup plus favorables, je dois quelque part, entre guillemets, rendre l'avantage que va donner la collectivité plus tard. Donc, il faudrait prévoir dans les contrats des clauses de retour à meilleure fortune qui permettent quelque part de renvoyer l'ascenseur, si vous me permettez l'expression, pour être sûr de dire que finalement personne n'est lésé dans cette affaire. Il s'agit juste de pallier des difficultés momentanées pour assurer l'exécution du contrat.